Bonsoir Lucille. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. On en apprend un peu plus chaque jour sur l'ingéniosité des Ukrainiens, ce qui leur permet certainement de prendre l'avantage. Oui, et ces outils sur mesure sont très bien adaptés au champ de bataille. Ça, par exemple, regardez, c'est une voiture tour de contrôle bricolée par les soldats ukrainiens à partir d'une vieille Volga, un modèle de voiture soviétique très répandu dans les années 60. Ils ont greffé sur son toit cette haute tour de 18 mètres. Elle donne une vue d'ensemble du champ de bataille et elle aide à localiser les cibles ennemies pour faciliter les frappes d'artillerie. Tout cela est très bien pensé par les Ukrainiens. Temps d'installation 15 minutes à peine et un prix qui défie toute concurrence, à peine 2 000 €. Сама камера видит на 5 километров, и угла с 18 метров высоты достаточно для того, чтобы корректироваться где-то на 2-3 километра от линии соприкосновения. Мы видим цели и можем поражать даже достаточно глубоко расположенные. Plus surprenant encore, ces pick-up transformés en de redoutables armes mobiles, de vieilles Toyota, Ford, Nissan, Jeep ou Mitsubishi réputées rapides, fonctionnelles et surtout très résistantes. Celles-ci, par exemple, ont été rachetées pour quelques centaines d'euros et réhabilitées, vous le voyez, pour le terrain de guerre. À l'intérieur, tout est prévu pour protéger les soldats, de grandes plaques de métal blindées au niveau des sièges, à l'extérieur des supports pour mitrailleuses et même, c'est leur dernière trouvaille, pour lancer des missiles anti-aériens. Concrètement, la voiture se déplace, s'arrête et peut tirer de quasiment n'importe quel endroit. Mais Lucille, au-delà des innovations techniques que vous venez de nous montrer, c'est surtout la question du renseignement qui fait la différence. Oui, les soldats ukrainiens sont devenus de véritables sorciers capables de prédire en partie les actions des Russes et comment va évoluer le champ de bataille. Pour cela, leur arme secrète, c'est un logiciel fourni par une entreprise américaine. Palantir, le logiciel est fourni à chacun des bataillons. Il aspire les données de tous les satellites civils d'une zone et modélise le champ de bataille tel qu'il est. Le logiciel répartit ensuite lui-même les demandes de frappe et les attribue aux pièces d'artillerie les mieux placées. On vous avait déjà parlé de cette application qui permet à n'importe quel soldat ukrainien de localiser les positions russes. C'est le logiciel JS et de programmer en un instant un tir d'artillerie. Là, avec Palantir, c'est encore un cran au-dessus. Et ensuite, comment ces super ordinateurs leur viennent en aide ? Eh bien, c'est là que l'intelligence artificielle prend le relais. L'ordinateur génère et propose aux soldats ukrainiens une liste d'actions à réaliser rapidement en cas de changement sur le terrain. Quelle arme, quelle frappe, quelle intensité, quel endroit ? Le journaliste du Washington Post, David Ignacier, le résume ainsi. Ce système peut traiter des données hautement classifiées en toute sécurité avec des cyberprotections et un accès restreint, puis transmettre des données de localisation de l'ennemi. En un mot, c'est de la stratégie clé en main à destination de l'armée ukrainienne. Et puis, à leur disposition également, la plus classique application smartphone DIA, on en a déjà parlé. Elle permet aux soldats ukrainiens et même aux habitants d'indiquer les forces des positions russes sur le terrain comme derrière les lignes de front. Merci beaucoup, Lucille, pour ces indispensables. Je me tourne vers vous, Général. Est-ce qu'en effet, tout ce que l'on vient de voir, ces avancées technologiques vraiment très pointues du côté des Ukrainiens et des Ukrainiens seulement à ce stade, c'est ce qui permet à David de venir battre Goliath? Courage, détermination, oui, mais associé à une gestion de combat plus avancée que jamais. En dehors du logiciel Palantir qu'on vient de voir, les autres, c'est vraiment un peu du bricolage sur le terrain, mais du bricolage très astucieux. Ce que nous ont montré les Ukrainiens depuis le début depuis les hostilités. Pour moi, le plus important, si vous voulez, notamment grâce au logiciel, mais surtout, ce qu'on n'a pas assez parlé peut-être, c'est la fusion des informations sur le théâtre d'opération, je veux dire tactiquement dans la tranchée. Par exemple, les Français, comme les Américains, on est des spécialistes de la fusion de l'information, mais en PC centralisé, comme c'est la responsabilité de la défense aérienne en France, CDAO, pour l'armée de l'air et de l'espace, où on va fusionner toutes les informations, voire même dans le monde entier, sur des écrans. On n'a plus qu'à choisir en fait ce qui se passe, un peu, vous savez, comme vous suivez sur des écrans les tirs des fusées. Vous savez, on voit ça quand on envoie les fusées sur la Lune ou dans l'espace. On a un centre de commandement. Et bien en fait, c'est ce principe de centre de commandement que nous on fait dans la défense aérienne pour piloter en temps réel toutes les opérations. En fait, ils l'utilisent, eux,
avec des petits PC, si vous voulez, de fusion d'informations dans les tranchées. Et ils vont répartir rapidement ce qu'on appelle le targeting, c'est-à-dire les objectifs en fonction des moyens dont ils disposent. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce que ne font pas, ce que font pas les Russes. Et ils n'en ont pas les moyens non plus. Ils n'en ont ni l'astuce, ni l'organisation, en fait. Et ni des grandes entreprises américaines qui permettent aux Ukrainiens en ce moment de bénéficier des toutes dernières technologies. Quand vous citiez Palantir il y a quelques instants, il faut le rappeler, à la tête, il y a un PDG bien américain qui se dit même patriote américain. De l'autre côté, vous avez, on va y venir aussi, les satellites Starlink. C'est ça aussi, Jean-Dominique Merchet. C'est l'Ukraine qui cristallise tout ce qui se fait de plus fort, de plus pointu. Oui, mais pourquoi Et je pense qu'on ne surestimera jamais l'importance culturelle, l'importance de la culture des gens. Nous avons là des gens qui ont une capacité d'adaptation extrêmement rapide, qui ont un niveau de formation technique. On dit souvent qu'il y a beaucoup d'ingénieurs en Ukraine, c'est vrai, mais aussi un état d'esprit. Il y a un vieux dicton dans toutes les armées du monde qui dit « à tout problème, il y a 3 solutions, la bonne, la mauvaise, la militaire ». Eh bien, les Ukrainiens, ils se sont débarrassés de la militaire et ils en prennent la bonne solution. Cette solution, elle est en général, elle est souvent civile, elle est souvent disponible. Donc, ils bricolent des choses. Nécessité fait loi. Ils n'ont pas le choix. Et moi, quand j'observe l'armée ukrainienne et la manière dont elle se comporte, à la fois de manière extrêmement décentralisée et en même temps extrêmement organisée, ça me fait penser à ce qu'étaient les Israéliens, l'armée israélienne des premières années de l'État d'Israël, lorsque c'était un pays pauvre, entouré d'ennemis puissants et qui n'avait pas le choix. Et donc, ils trouvaient les combines, les technologies, les alliés, les Américains alliés, les Français à une autre époque. Bref, ils se débrouillaient pour survivre et ils réussissaient. Et là, on a quelque chose qui ressemble à ça. Mais vraiment, alors oui, évidemment, vous avez raison, les grandes entreprises américaines les aident, le gouvernement américain et d'autres aident l'Ukraine, mais fondamentalement, ça marche parce qu'ils ont la culture, la sociologie d'une certaine manière qui leur permet d'absorber ça. D'ailleurs, j'ajoute à ça, on en parlait dès hier, mais les drones qui ont frappé certainement ces dernières heures en profondeur la Russie seraient l'objet des drones plutôt évolués, fabriqués par les Ukrainiens eux-mêmes. Absolument. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin sur ce terrain-là de demander seulement aux autres. Vous pouvez déverser toute l'aide que vous voulez sur un pays, toute l'aide militaire, technologique que vous voulez sur un pays, si la société n'est pas prête à l'absorber parce qu'elle est culturellement prête, ça ne marche pas. Pendant 20 ans, les Américains ont essayé de faire une armée en Afghanistan, ils n'y sont pas arrivés. Pendant 20 ans, les Américains ont essayé de faire une armée en Irak, ils n'y sont pas vraiment arrivés. Nous, Français, on a essayé de faire ça au Mali, on n'y est pas arrivé. Donc on voit bien qu'il faut qu'il y ait un terreau culturel prédisposé à accueillir les innovations technologiques, non seulement à les accueillir, mais à les développer. Et donc là, on a une nation, pour le coup, c'est ça la nation start-up. C'est l'Ukraine. Là, on la voit de manière au front, au quotidien. C'est assez impressionnant. Anastasia Kirilenko, cette nation start-up, laboratoire à ciel ouvert de ce qui se fait de mieux en termes de militaires. Pas forcément ce qui se fait de mieux. Pas forcément ce qui se fait de mieux. Alors, attendez, pardon. J'ai une intervention sur ma gauche, je la prends, je la saisis tout de suite. Alors, je me suis trompée, mais dites-moi pourquoi. Non, parce qu'en fait, on voit des choses qui se font vraiment sur le champ de bataille, un peu dans le corps à corps, en fait, du targeting. On ne voit pas du tout ce qui se passe dans la troisième dimension, en fait. Et la troisième dimension, en fait, les Russes comme les Ukrainiens, en fait, par défaut, ne font rien, en fait, ou très peu de choses. La troisième dimension, pour que ce soit bien clair c'est le ciel, c'est la bataille de l'air et de l'espace, en fait. On ne voit que les drones, c'est un excellent travail, mais tout ce qui est aviation de combat aujourd'hui ultra-moderne, en fait, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure en fin d'émission, on le voit plutôt du côté de Taïwan et de la Chine qu'on le voit ici sur le territoire ukrainien. Pour 2 raisons, parce que les Russes sont en retard, ils n'ont pas du tout investi, ils n'ont pas tiré les leçons des derniers conflits, et puis les Ukrainiens, par défaut, ils n'ont plus d'aviation. D'accord. Bon, voilà, comme ça, j'ai été remise au clair. Non, mais très bien, je peux continuer et d'autant mieux informée. Donc, Anastasia Kirilenko, donc on a ce qui se passe. Nation start-up, il se passe plein de choses, c'est pointu du côté des Ukrainiens, ajouté à l'ingéniosité. C'est un terrible miroir tendu à la Russie à chaque jour.
Oui, en effet, en tout cas, à y regarder le mécontentement des Russes. Tout à l'heure, vous avez cité Lavrov. Dans la même interview où il parle des États-Unis, soi-disant, de leur manigance à éliminer Poutine, il parle aussi de l'inadmissibilité de la livraison des technologies innovantes aux Américains. D'après lui, c'est rien que pour tester ces technologies. Ça, en effet, ça irrite beaucoup les Russes. De l'autre part, il y a des soldats de Wagner qui se plaignent du manque de munitions. D'ailleurs, jusqu'à 2017, les Wagner ont été soutenus par l'aviation, mais ensuite il y a eu une brouille. Et c'est plus le cas. Et, en Ukraine, effectivement, il y a plusieurs facteurs. Ce bricolage que vous avez mentionné, hier, j'ai lu une nécrologie d'un Ukrainien civil qui justement s'occupait à bricoler des voitures pour les rendre utiles pour l'armée. Il a été tué par les Russes et son corps a été trouvé récemment. Mais ça montre en effet plusieurs facteurs. Donc il y a ce soutien américain. Ils aident rien que... les données satellitaires, ça énerve beaucoup les Russes dès le début de cette guerre. Ils aident avec les technologies, mais sur place, je suis d'accord, il y a des gens ingénieux pour les appliquer. Donc c'est une superposition, l'ingéniosité, les aides extérieures, Jean Quatremer. Si on fait des comparaisons historiques, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire, on s'aperçoit que souvent le faible est contraint d'innover. Il est contraint. Et à chaque fois, les armées hyper organisées, très mécanisées, etc., se heurtent avec grande surprise à des gens qui innovent. Regardez les Américains au Vietnam. Qu'est-ce qu'ils avaient en face d'eux? Des types en pyjama et avec des AK-47. N'empêche qu'ils ont quand même perdu 50 000 hommes sur le terrain, ce qui est sans précédent depuis la guerre de sécession, donc 1861-1865. Et ça s'est recommencé en Afghanistan. Je veux dire, les Américains quittent Kaboul. 2 heures après, les talibans sont au centre de Kaboul. Quand même une grande leçon. En Irak, c'est à peu près la même chose. Ils ont dû partir parce que, de facto, ils n'arrivaient pas à contrôler le pays. Donc, à chaque fois, on a des gens qui innovent. Vous voyez le pick-up, là, par exemple. Oui. Et rappelez-vous ce qui s'est passé en Somalie. Mais en Somalie, ça a été exactement la même chose. Les Américains sont arrivés avec leurs Black Hawk, leurs hélicoptères, etc., extrêmement bien organisés. Et ils ne se sont pas pris une pâtée. Parce que, bon, mais pas une pâtée, mais ils ont dû partir. Parce qu'ils étaient face à des gens qui étaient là, qui avaient des pick-up, qui avaient des mitrailleuses, qui avaient bricolé sur ces pick-up, etc. Et c'est ça l'ingéniosité, la résistance fait que ça vous oblige, le fait que vous êtes occupé, que vous êtes envahi, ça vous oblige à innover. Et c'est pour ça que je crois que la dimension la plus intéressante, c'est pas tellement effectivement l'aide américaine est importante pour les satellites, etc. Mais c'est ce que dit, je crois, Jean-Dominique, qui est tout à fait vrai, c'est qu'il faut être prêt à innover, prêt à avoir cette capacité d'adaptation. Les Russes ne l'ont pas, ils sont pas prêts de l'avoir. D'abord parce que c'est une armée qui est toujours de modèle soviétique, qui n'a pas bougé depuis 1945. Enfin, ça, je parle sous le contrôle du général qui les connaît mieux que moi, mais et surtout, toute la partie de la société qui aurait pu innover, elle est partie au moment de la mobilisation. Vous avez quand même près d'1 million de personnes qui ont fichu le camp, et ceux qui sont partis, c'est pas des bouchers, des épiciers, etc. C'est vraiment la classe intellectuelle, ceux qui auraient pu innover au sein de l'armée russe, j'allais dire soviétique. Pour continuer de bien comprendre à quel point cette force entre ingéniosité et informatique, renseignement, communication, objet de pointe, fait la différence dans cette guerre. C'est ce qu'on appelle des game changers. Je regardais ce même article qui nous a beaucoup renseigné aujourd'hui, qui disait que les systèmes de guerre des algorithmes qu'on vient de décrire équivalaient à avoir des armes nucléaires tactiques face à un adversaire qui a des armes conventionnelles. Ça résume bien le rapport de force aujourd'hui sur ce terrain-là, entre Ukrainiens d'un côté et Russes de l'autre. Non, franchement, c'est excessif, cette expression. Mais il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais revenir, parce que Jean-Dominique avait tout à fait raison. L'immense force, en fait, ukrainienne, c'est d'une part l'adaptation, mais aussi la décentralisation, c'est leur capacité, si vous voulez, à faire confiance aux subordonnés. Mais écoute, débrouille-toi, tu tiens une position et tu nous rends compte, mais tu fais du mieux que tu peux. C'est pas du tout le système russe, en fait. Le système russe centralisé, où toutes les décisions passent par Poutine quasiment, et on ne sait pas trop, ça se perd, toujours en train de rendre compte au chef, alors que l'inverse, en fait, ce qu'on peut voir dans les entreprises un peu qui optimisent l'énergie de leurs collaborateurs, ok, voilà la mission que je te confie,
est à carte blanche. Mais depuis le début, nous, on essaie de vous parler des algorithmes, de l'informatique, de ce qui se passe. On va reparler des satellites, etc. Et régulièrement, vous écartez le sujet comme si, en fait, ça n'avait pas tant d'importance que ça. En fait. Non, c'est pas l'algorithme qui change la guerre, si vous voulez. Ce sont les personnes sur le terrain qui vont savoir se servir de l'information. D'accord. Et utiliser cette information à bon escient. Par contre, là, vous avez tout à fait raison, et vous l'avez évoqué au début, l'important, c'est vraiment le renseignement tactique et d'avoir les moyens, bien sûr, d'aller frapper l'adversaire pour ce qui concerne les Ukrainiens. En cela, donc, on en revient à la question des satellites, les fameux Starlink notamment. Je crois qu'il y en a 2500 qui sont en orbite. Ça, en revanche, ça a été un élément majeur dès le début et ça l'est encore. Élément majeur et par des moyens privés. Ça, c'est une petite révolution aussi en soi, non ? Oui, parce que ça vous donne des informations. Alors c'est pas 24 heures sur 24, ça, des informations. Hein, ça, des informations, lorsque ça passe, on peut se passer plusieurs heures sans qu'on ait l'information. Il faut qu'il fasse beau, hein, sauf si c'est des satellites radar ou satellites infrarouges. Mais par contre, l'un des meilleurs exemples, c'est peut-être qu'on les verra tout à l'heure, ce sont les photos de la base d'Engels, qui était attaquée le 6 décembre, le 5 ou 6 décembre, par, justement, vous l'évoquiez tout à l'heure, par un drone ukrainien, et puis qui a été rattaqué il y a 2 jours par un autre drone. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que les photos étudiées, on voit combien il y avait d'avions Tupolev type 95 ou 160, les Blackjack, sur la base le 5 décembre, et combien il y en a aujourd'hui. Ça, c'est hyper intéressant pour faire ce qu'on appelle le BDA, le Battle Damage Assessment. Et ce que l'on voit avec des satellites, en fait, nos amis ukrainiens le font localement, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont aller traiter un objectif, ils vont envoyer leur drone et voir les photos. Tiens, ce tank n'a pas été touché, là, la position, elle a un peu bougé. Donc, eux, ils ont de l'information en temps réel, tactique, ce que n'ont pas les Russes. Et d'une très grande précision. Bien sûr. Jean-Dominique Merchet. Oui, mais on ne va pas minimiser quand même l'importance de la technique. Ça compte, la technique à la guerre. Et c'est vrai que la capacité, à toute époque, de transmettre soit des ordres, soit de l'information, donc du renseignement, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Toujours. C'était le cas dans l'armée romaine, c'est aujourd'hui le cas dans les 2 armées qui s'affrontent en Ukraine. Donc c'est vrai que le téléphone portable, il a totalement changé nos vies et il a totalement changé la manière dont on fait la guerre, parce que on a une autonomie, on peut se déplacer beaucoup plus facilement, on n'est pas obligé d'avoir des estafettes, comme on disait, c'est-à-dire des gens qui courent à pied pour apporter l'information. Ça se faisait encore comme ça au début de la guerre de 14. Donc effectivement, là, il y a une dimension. Et on voit les grandes sociétés technologiques, on parlait de Palantir, Palantir fait de la fusion de données, et ça permet effectivement de comprendre ce qu'on voit sur les cartes, par exemple, de manière quasi immédiate. Donc effectivement, c'est très très important. Mais encore une fois, si on donne ça à des gens qui n'ont pas l'esprit pour s'en servir, ils n'en feront rien. Voilà. Ou parce que le système politique les empêche parce qu'il est trop autoritaire. En fait, c'est là qu'on voit, encore une fois, je crois, la supériorité des démocraties, où on fait confiance aux gens, où les gens sont libres, sur les systèmes dictatoriaux et autoritaires, où les gens ont peur. Et si vous êtes dans un système démocratique et libéral où les gens n'ont pas peur, y compris au sein de l'armée, parce que vous pouvez avoir des systèmes très autoritaires dans des armées de démocratie, mais si vous avez une armée démocratique qui fonctionne comme ça, ça marche. Voilà, on a vu des reportages sur les ateliers de drones ici, certains qui fabriquent leurs drones avec l'accès, ils communiquent là-dessus. Il y a toujours aussi cette communication des Ukrainiens qui montrent leur force à travers ça. Je citais cette entreprise qui a certainement fabriqué ce drone un peu innovant qui permet de toucher en profondeur la Russie. Vous sembliez particulièrement acquiescé sur ce coup-là, Jean Quatremer. Non, mais moi, ce qui me fascine plus, c'est l'organisation humaine. Parce que je vois bien que vous voulez, c'est la question technique. Mais on peut avoir, par exemple, donné... Disons que c'est la question du jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a appris ça. C'est pour
pour ça qu'on. Mais c'est pour ça que la question technique, on met encore une fois, c'est-à-dire c'est un peu comme les armées napoléoniennes. Je veux dire que en quoi Napoléon a-t-il innové? Pas dans le renseignement, dans l'organisation de son état-major. Et quand est-ce qu'il a perdu la guerre? Quand toutes les autres armées ont adopté l'état-major napoléonien. C'est comme ça que ça s'est passé en réalité. Donc là, c'est ce qui m'intéresse énormément, et c'est vraiment ce que vous dites, c'est-à-dire la façon, on le verra après la guerre, parce que pour l'instant, on ne sait pas très bien comment ça se passe sur le terrain, comment ces renseignements sont exploités, comment ces technologies sont exploitées, qui a l'idée, où ça remonte, est-ce que c'est réparti? Parce que, en fait, tout le monde donnait l'armée ukrainienne perdante au bout de 3 semaines, il faut quand même le dire les choses, voire au bout de 3 jours. Personne n'imaginait une seconde que les Ukrainiens seraient capables de résister. Et non seulement ils sont capables de résister, parce que, à cause de ces matériels, à cause de l'utilisation de ces matériaux, mais aussi, mais aussi parce qu'ils ont une armée qui était organisée différemment de ce à quoi on s'attendait. On pensait avoir une armée soviétique en Ukraine, et on a une armée en fait moderne, même sans doute plus moderne et plus souple que la nôtre. Donc les renseignements, c'est très bien. Je suis sûr qu'on donne la même chose aux Russes. Ils n'en font pas le même usage. Donc on donne aux Russes Starlink, on donne aux Russes le renseignement satellitaire, etc. Ils n'en feront pas le même usage parce qu'ils n'ont pas la souplesse, effectivement, comme vous le dites, général, comme dit Jean-Dominique, c'est-à-dire la souplesse d'utilisation. Anastasia. Toute cette guerre est très bizarre. Au début, les Russes, les militaires utilisaient les canaux de radio ouverts pour communiquer. C'était intercepté, bien évidemment, par les Ukrainiens. Et les Ukrainiens passaient des coucous. Et ils ont déjoué quelques attaques comme ça. Ensuite, les militaires ont passé à la communication par téléphone portable, qui aussi a été intercepté. Donc, les Russes étaient tellement sûrs d'eux qu'ils n'ont pas pensé à la technologie. C'est incroyable. Mais la technologie, je suis d'accord, c'est très encourageant et très important. Par exemple, il y a quelques semaines, on paniquait parce que les Russes ont commencé à attaquer avec des drones. Et soi-disant, contre les drones, les Ukrainiens ne pouvaient pas faire grand-chose. Et finalement, il arrive qu'ils arrivent à déjouer la plupart des attaques de drones. Il y avait une information que l'Israël avait aidé aussi avec une technologie innovante qui aide à lutter contre les drones. Général, il y a quelques instants, vous voyez s'afficher ces mots-là. C'est la guerre la plus avancée technologiquement de l'histoire de l'humanité. C'est ce que dit en fait le ministre ukrainien du numérique. Non, mais sur le plan dans les faits, c'est difficilement discutable. Non, vous savez, la guerre la plus moderne, c'est la guerre d'aujourd'hui. Hein. Donc, la plus récente. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est vrai qu'on utilise... regardez ce qui est devenu votre portable depuis quelques années, mais c'est incroyable ce qu'un portable est capable de faire. Et en fait, l'idée des Ukrainiens, c'est d'utiliser toutes ces technologies en fait, qu'on retrouve dans les jeux, qu'on retrouve dans les portables ou que l'on trouve avec les drones au service de leur défense, en fait, du défense de leur territoire. Mais, par exemple, ils n'ont pas de missiles très longue portée, ils n'ont pas d'armement nucléaire, ils n'ont pas d'avions de défense aérienne, en tout cas digne de ce nom, ils n'ont pas de système patriote, ils n'en ont pas. Vous voyez, donc il y a plein d'outils qu'ils n'utilisent pas. En revanche, ceux qu'on leur donne du quotidien, et notamment pour le combat sur le terrain, ça ils l'utilisent extrêmement bien, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'adaptation. Puis n'oublions pas que les Ukrainiens, c'est des sacrés ingénieurs. Hein. Antonov, c'était... c'est un Ukrainien. C'est ukrainien, hein, et donc leurs meilleurs avions à l'époque, c'est parce qu'ils ont cette culture d'ingénierie. Je vous rappelez au début, général, que par exemple les Ukrainiens piégeaient les Russes avec Tinder. Donc ils faisaient un ping, ils créaient des faux profils, et donc ça faisait ping, ils savaient où était le Russe, et ils les tuaient. C'est quand même super Tinder, malin. Un site de rencontre. Donc. Oui. Non, mais je précise, tout le monde ne sait pas forcément. Oui, elle m'a piégé. Mais c'est vrai. C'est vrai. On en reparlera. D'accord, Et Jean-Dominique Merchet, donc, est-ce que la guerre de demain, ça y est, elle est écrite? Elle s'est écrite en direct sous nos yeux, et désormais, il n'y aura plus de retour en arrière possible. La guerre, ce sera ça. Et puis... C'est la guerre d'aujourd'hui, on ne sait vraiment pas ce que sera la guerre de demain. Franchement, oui, bien sûr, on ne reviendra pas. Il y a des choses qui vont disparaître. Il y a des systèmes de combat qui vont disparaître, clairement. Mais lesquels? Mais on ne sait pas. Beaucoup de gens, par exemple, s'interrogent. Ça ne fera pas plaisir au général, mais beaucoup de gens s'interrogent sur l'avenir de l'avion piloté comme instrument de combat. Est-ce que ça va rester encore au siècle prochain? En fait, on n'en sait rien. Donc il y a vraiment beaucoup d'incertitudes. Ce qu'on voit, c'est la guerre d'aujourd'hui. Et on voit...
Déjà une réaction. Ancien de la patrouille de France, je comprends bien que je te fais très mal au cœur. Mais tu sais que tu poses une très très bonne question, Jean-Nic, parce que donc, quand on pense au missile Zircon, tu sais le missile Zircon, ça c'est fait pour quoi le missile Zircon? C'est contre quoi? C'est pas contre les avions, c'est contre les porte-avions. Contre les porte-avions aussi, oui. C'est fait contre les porte-avions américains, et c'est vrai que c'est hyper dangereux, parce que c'est un avion, c'est un missile hypersonique qu'on ne peut pas intercepter, et un seul de ces missiles peut couler un porte-avions. Et donc, c'est une vraie réflexion qu'on doit avoir pour le futur. De même qu'on a vu que les chars, toutes ces colonnes de chars ont été arrêtées par des fantassins. Pourquoi? Parce qu'ils étaient extrêmement bien équipés, d'une part en renseignement, avec des petits drones tactiques et avec des missiles anti-chars. Juste un mot. Moi, je suis très prudent sur ce que sera la guerre de demain. Ce que je vois, c'est qu'on s'est souvent trompé en anticipant des choses qui n'ont pas eu lieu. Par exemple, on pensait qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, qu'il y aurait une utilisation massive de gaz de combat. Il n'y en a pas eu. Et je rappelle quand même que le dernier génocide du XXe siècle, celui du Rwanda, il s'est fait à la machette. Voilà, à la machette. Et donc, tout est possible. Malheureusement, la guerre peut prendre les formes les plus diverses. Là, nous sommes dans une guerre entre Européens, enfin entre nations de type européen, de haut niveau technologique, dans un conflit assez classique entre des adversaires qui se ressemblent. Mais ce n'était pas du tout le cas lorsqu'on faisait la guerre en Afghanistan ou au Mali. On ne ressemblait pas aux gens qu'on combattait. Là, les gens qui se combattent, même s'ils sont on a insisté sur leurs différences culturelles, mais néanmoins, il y a des niveaux comparables. Oui. Donc, je ne sais pas. Je suis très prudent là-dessus. Pour poser la question, en fait, je m'appuyais sur les propos notamment du général Milley, qui disait « Nous sommes témoins de la façon dont les guerres seront menées et gagnées pour les années à venir ». Voilà ce qu'il disait. Non, ce qu'on peut faire aujourd'hui déjà, et je crois que vous avez raison, c'est on peut en tirer des leçons. Il y a un certain nombre de choses, effectivement, qu'on n'avait pas vu venir. Par exemple, le retour de l'artillerie. Moi, je suis désolé, c'est un des trucs qui m'étonne le plus. Moi, au début, on disait oui, l'artillerie russe, c'est leur point fort, etc. Tout le monde ricanait, mais non, ça sert à rien, c'est pas comme ça qu'on va les combattre. Aujourd'hui, je crois, enfin, je parle sous votre contrôle à tous les deux, mais que tout le monde se dit, mais il faudrait peut-être revenir au canon. Effectivement, on s'aperçoit que, par exemple, le moment décisif, c'est la livraison des HIMARS et des César, des canons français César. Et tout le monde s'est dit, tiens, peut-être qu'il va falloir repenser le rôle de l'artillerie. Les avions, je vous laisse la parole, général, juste après, mais sur les avions, c'est la même chose. Moi, ça fait au moins quand même 15 ans que j'entends dire que l'avion piloté n'est pas l'avenir et que c'est le drone l'avenir. Mais alors, ce qu'on n'a pas vu, c'est par exemple, nous, avec les Allemands, on est en train de faire un drone, donc non sans mal, on a mis 15 ans à le négocier, mais on a fait un drone qui est totalement stupide, parce que c'est un drone qui était adapté au drone il y a 10 ou 15 ans. C'est le problème des coopérations internationales d'ailleurs. D'ailleurs, il est lourd, il a 2 moteurs, etc. Là, on voit que les drones qui fonctionnent, c'est les drones iraniens qui sont complètement bricolés, les drones turcs, qui sont des trucs bas de gamme et qui sont extrêmement efficaces. À quoi ça sert de faire un drone très cher avec 2 moteurs parce que simplement les Allemands voulaient 2 moteurs parce que les drones chez nous, ça va survoler des zones habitées. Donc, oui, en général, Non, mais il y a Anastasia Kirilenko aussi qui voulait prendre la parole. Allez-y, Anastasia. Oui, l'artillerie, c'est vrai, mais je voudrais quand même reparler de Wagner, qui parle du manque d'obus. Oui. Et je ne sais pas si cette vidéo a été déjà reprise. En fait, on va vous la remontrer dans un tout petit instant. Voilà. On va en parler justement. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a une brouille au sein du régime, et c'est pour ça qu'ils sont privés, peut-être temporairement, de munitions. Ils n'arrivent pas à prendre Bakhmout. Donc, globalement, quand même, je pense que la démocratie va gagner contre la dictature, tout simplement parce que même avec toutes les munitions, mais dans le panier de crabes qui est le Kremlin, ils n'arrivent pas à faire une stratégie normale. Donc, dès le départ, cette guerre a été injuste et il y a des dysfonctionnements dans le système qui va acculer. Vous allez voir, dans quelques tout petits instants, vous aurez même l'occasion de remettre une couche sur ce que vous venez de dire, parce que ce sera vraiment le sujet de la prochaine partie. Conclusion, peut-être pour celle-là, du général. Oui, je voulais revenir sur ce que vous disiez, Jean, ce qui n'est pas faux, mais ce qui est très important, il y a plusieurs éléments qui sont très importants quand on parle de guerre ou de futur. Un, c'est le théâtre d'opération. Jean-Dominique l'évoquait, on ne ferait pas du tout la guerre de la même manière en Afghanistan, en Irak, au Mali ou en Ukraine. Ouais. C'est évident, ce sont 2 théâtres totalement différents. Deuxième chose, est-ce qu'on est offensif ou défensif ? Par exemple, la France, c'est le ministère de la Défense. Nous sommes défensifs
Pourquoi doit-on s'équiper d'armes offensives ? Vous voyez ce que je veux dire ? Sujet, oui, mais oui, mais c'est une vraie question. Et donc, dans les armes défensives, on voit que des petits lance-missiles vont détruire des chars. Les chars, c'est avant tout une arme offensive. Principalement. Et donc, c'est ce que réclame d'ailleurs pour éventuellement faire une contre-attaque. Donc, il faut réfléchir un peu à notre doctrine. Où est-ce qu'on veut aller ? Qu'est-ce qu'on fait ? La dissuasion, on ne reviendra pas dessus avec des moyens, à mon avis, adaptés. Mais il faut se dire, qu'est-ce que c'est que la politique française et la politique européenne ? Mais des scénarios très réalistes. Qui va nous attaquer ? Franchement, qui va nous attaquer dans les 50 ans qui viennent là ? Il n'y a pas de petites avancées. Il n'y a pas de petites avancées dans une guerre. L'Ukraine en enregistre quelques-unes ces dernières heures, obligeant les Russes en tout cas à contre-attaquer, à envoyer de nombreux réservistes sur des quelques centaines de kilomètres parfois. Bref, les Ukrainiens obligent les Russes à épuiser des ressources qui sont déjà très entamées. La Russie, vous le savez, voulait pourtant tenter de figer son front pendant cette période d'hiver. Les Ukrainiens font tout pour les en empêcher. Et s'ils y parvenaient, bref, est-ce que c'est un nouvel échec russe qui est en train de s'écrire en ce moment et en direct ? On va poser les faits avant d'en parler. Les faits, rien que les faits. C'est Fanny Veil pour les indispensables. Bonsoir Fanny. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. La principale difficulté de l'armée russe, c'est... c'est pas ça. Pardon, non seulement les Russes ne gèlent pas le front comme ils l'avaient dit, ça y est, on va reprendre à l'endroit, mais en plus ce sont les Ukrainiens qui avancent. Et oui, ce sont de petits mouvements, mais ce sont des mouvements réels. Les choses bougent en permanence, surtout dans le Donbass. Les Ukrainiens tentent de repousser les Russes, en particulier autour de Kremina et à Bakhmout, un peu plus au sud, vous le voyez. Depuis quelques jours, les Ukrainiens publient de nombreuses vidéos sur le front autour de Kremina. Ils se montrent, vous le voyez, tantôt en voiture, sur des routes extrêmement boueuses, tantôt sur des chars à travers divers champs. Parfois même, ils se filment à pied, comme ici, dans cette forêt qui borde la ville de Kremina. Regardons, Amélie, dans le détail ce qui se passe précisément autour de la ville. Au nord, les Ukrainiens auraient pris une poignée de villages, dont Chernovo-Popivka, qui se trouve à 5 km au nord de Kremina. Au sud, ils seraient en train de s'approcher progressivement des faubourgs, après avoir, on vient de le voir, traversé cette forêt qui se trouve donc juste au sud. Ce qui vous frappe peut-être sur cette carte, c'est qu'une tenaille est en train de se former autour de Kremina, que les Ukrainiens espèrent voudraient refermer sur les soldats de Moscou. Les combats sont donc acharnés. Écoutez Volodymyr Zelensky. Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси, а це значні ресурси, щоб вичавити хоча б якесь просування. І я дякую всім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно, і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, а щоб вибивати окупантів, мінусувати їх. Les Ukrainiens avancent donc. Le quartier général russe pour cette zone qui était établi dans la ville de Svatove, à une trentaine de kilomètres au nord de Kremina, aurait simplement quitté cette ville. C'est l'information de Charlie Nurel et Charlotte Nefeté, nos envoyés spéciales TF1 LCI sur place. Il y a un autre front qui bouge pas mal en ce moment, c'est un peu plus au sud. On parle là de Bakhmout, où les Russes avançaient plutôt efficacement il y a quelques jours, qui devaient tomber très vite. C'est pas exactement le cas, mais vraiment chaque heure compte là. Exactement, toutes les heures, Amélie, comptent. La situation évolue à chaque instant. On la suit de très près. Chaque camp lutte pour repousser l'autre dans des combats très violents et surtout continus jusque dans les rues de la ville. Ces dernières heures, les soldats ukrainiens avaient repris un village, Opitne, la banlieue sud en quelque sorte de Bakhmout. Ils avaient même publié des vidéos comme celle-ci pour témoigner de leur prise. Eh bien, on apprend cet après-midi que les Russes lancent une nouvelle contre-attaque sur ce même village. Il semblait acquis à Moscou il y a encore quelques jours. Il est désormais de nouveau disputé. Et les Russes ne veulent surtout pas perdre. Vous l'avez dit il y a quelques instants, pour que l'armée résiste au maximum, Moscou aurait même envoyé la plupart des réservistes sur ce front, les réservistes mobilisés, ainsi que sur celui de Kremina. La contre-offensive ukrainienne a-t-elle lieu également ailleurs ? Mais oui, selon des informations qui circulent sur les réseaux sociaux, les Ukrainiens auraient repris la moitié de la péninsule de Kinburn. Cette péninsule se trouve
Ici, c'est cette bande de terre de 40 km de long sur 10 de large qui ferme, vous le voyez, le golfe du Dniepr. C'est la dernière parcelle de la région de Mykolaiv qui est encore aux mains des Russes depuis qu'ils ont quitté la ville de Kherson. Souvenez-vous, il y a 1 mois et demi, des soldats des forces spéciales ukrainiennes avaient traversé ce fleuve à bord de ces Zodiacs pour justement débarquer sur cette péninsule. On savait depuis que des combats s'y poursuivaient, sans beaucoup plus de détails. Il semblerait donc que les soldats de Kiev soient en train de progresser sur cette péninsule de Kinburn. Merci beaucoup Fanny pour ces indispensables. On se retrouve tout à l'heure. Je pense que chacun l'aura compris, on va parler des munitions dans quelques instants. Alors parfois vous vous dites peut-être c'est franchement l'épaisseur du trait. On parle de lignes qui bougent à quelques centaines de kilomètres, quelques kilomètres même, mais l'impression que l'on a ce soir, c'est qu'il y avait une détermination russe à geler le front pour essayer de reprendre des forces et de s'offrir une respiration. Et qu'en ce moment, les Ukrainiens parviennent peut-être, et vous allez me dire si je me trompe, si nous nous trompons, à épuiser justement pour seulement quelques centaines de kilomètres ces Russes. Leur couper cette respiration dont ils avaient besoin. Jean-Dominique Merchet. Oui, ça ressemble à ça. C'est-à-dire ça ne bouge pas vraiment. La ligne de front est stabilisée depuis la mi-novembre, depuis même le 10 novembre, depuis la chute de Kherson à peu près. Elle avait beaucoup bougé en septembre-octobre, et puis depuis 1 mois et demi, elle bouge de quelques kilomètres, notamment, comme on l'a vu, autour de la ville qui est devenue un peu le symbole de Bakhmout. Les Russes ne parviennent pas à prendre cette ville. Ils donnent l'assaut de cette ville depuis le 1er août. Donc nous sommes au 5e mois de août, septembre, octobre, 5e mois de l'assaut de la ville. Et on parle de toute petite distance. On parle de 5 km par-ci, 1 km, 500 mètres par-là. Bon. Et donc effectivement, on est dans une situation qu'on a connue dans d'autres guerres, notamment la guerre de 14, avec des fronts qui se stabilisent et où les gens se poussent d'un côté. Alors, parfois, ce sont les Ukrainiens qui poussent, parfois, ce sont les Russes qui poussent, mais en face, ça résiste. Ça résiste et ça se transforme. Passez-moi l'expression, elle n'est pas très jolie, mais c'est une vraie expression. Ça se transforme en hachoir. C'est-à-dire, les gens, ils meurent par centaines. On parle d'ailleurs de l'abattoir de Bakhmout. Absolument. Absolument. Et donc, les gens, ils meurent. Donc, ça veut dire que ce sont des combats extrêmement intenses, avec des pertes sans doute très importantes. Avec des tranchées, comme on les voit. Ça ressemble vraiment à la guerre de 14, ça. Et ça ne bouge pas. Ça peut durer des mois. La bataille de Verdun, elle dure toute l'année 16. Et il y avait et tout d'un coup, parce que quelque chose se passe, ça va bouger. Mais là, on n'y est pas. Et donc, il faut attendre. Mais on voit 2 forces là qui sont toutes les 2 puissantes, qui se bloquent, mais leur blocage, leur friction, elle est extrêmement douloureuse pour les uns comme pour les autres. Mais est-ce qu'elle n'est pas plus coûteuse pour les Russes? Dans le sens où on dit depuis le début que ce sont surtout les Russes qui ne veulent plus bouger pendant l'hiver parce qu'eux ont besoin de reprendre les forces. On ne dit pas ça des Ukrainiens. Or, les Russes, on l'a, Fanny l'a un peu dit, sont obligés d'envoyer réservistes et encore réservistes, au moment où ils manquent de tout. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien ils perdent réellement de part et d'autre. On n'a pas les vrais chiffres. Mais ça semble être quand même des batailles douloureuses pour les 2 camps. D'ailleurs, le président Zelensky le disait lui-même, il dit voilà, c'est douloureux quand même. Effectivement, ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, clairement, l'armée russe n'est pas capable aujourd'hui de mener une offensive, de percer le front. Est-ce que les Ukrainiens, qui ont été capables de le faire à 2 reprises, d'abord au nord puis au sud, en septembre puis en novembre, enfin octobre-novembre, est-ce qu'ils vont être capables, durant l'hiver, c'est ce qu'ils veulent faire, mais seront-ils capables de le faire, notamment pour couper la zone russe dans le secteur de Melitopol, donc un peu plus au sud? Seront-ils capables de le faire? Ça, on n'en sait rien. Ça, c'est vraiment la guerre qui va trancher. Alors, Général, vous regardiez les images précédentes. On va voir si on ne peut pas les remettre, parce que ça vous faisait réagir. Et vous avez même chaussé vos lunettes pour regarder ce qui s'y passait. Pourquoi? Mais oui, parce que c'est incroyable. On croirait voir un film de la guerre 14, en fait. Vous imaginez, on voit une tranchée. Si on peut la remonter, c'est extrêmement intéressant. Et on voit effectivement
Ce qu'on voit là, c'est la bataille de Kremina et de Bakhmout. C'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez Bakhmout est un petit peu différent parce que là, vous êtes dans la banlieue de Bakhmout, donc c'est moitié des tranchées et puis moitié du combat dans les buildings, enfin, en tout cas ce qu'il en reste. Par contre, les images qu'on voyait dans les tranchées sont extrêmement intéressantes, puisque là, vous êtes en pleine nature. C'est la ligne de front, en fait, qui est la plus grande. La ligne de front, elle fait 815 km à peu près. Hein. Donc, il y a des endroits comme ça où vous voyez les Russes qui sont enterrés, et puis de l'autre côté, il y a les Ukrainiens. Et là, manifestement, on voit des Ukrainiens qui... je ne sais pas, ce ne sont pas des images, hein, je ne sais pas si on va arriver à les revoir. On est en train de les chercher. On est en train de les chercher. Où on voit des Ukrainiens qui rentrent dans des tranchées russes, avec beaucoup de précautions, et c'est incroyable parce qu'on dirait que c'est un film, les nettoyeurs hollywoodien. Et avec le drone, justement, on filme et on voit les personnes qui vont faire prisonnier un soldat russe, d'ailleurs, et puis ailleurs, qui envoient des grenades dans les... voilà, regardez ça, c'est assez incroyable de voir ça. Ça, c'est vraiment la réalité du bataille des tranchées. Vous voyez, ils rentrent avec beaucoup de précautions. Regardez, il y en a un dans la tranchée, il y en a deux autres à côté en couverture, et voyez, ils font prisonnier en fait apparemment un soldat russe qui est dans la tranchée, et puis une fois qu'ils ont fait sortir le soldat, ils vont envoyer une grenade si des fois il y a des gens qui sont restés dedans. Voilà la réalité du combat pour certaines zones, et c'est assez incroyable de le voir en direct. Et est-ce que vous croyez que les Ukrainiens vont réussir? Ils ne souhaitent pas cette situation, hein. Ils préféraient gagner définitivement des points, mais réussir à épuiser les Russes au moment où ceux-ci, justement, espéraient reprendre une respiration. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. En fait, franchement, dans le Donbass, je pense que ça va un peu se maintenir comme ça, se geler, hein, notamment avec les intempéries. Mais je pense que s'il y a des gains, ils seront beaucoup moins spectaculaires que ce qu'on a pu connaître au mois de septembre ou octobre. Comme le disait Jean-Dominique tout à l'heure, depuis le 11 novembre, la chute de Kherson, c'est vraiment le grand changement un peu stratégique où toute la zone qui est au nord du Dniepr, tenue par les Russes, a été évacuée au sud. Et depuis, on a quasiment gelé 300 km de front, en fait. Hein. Et n'oublions pas juste une chose, c'est que dans cette région, pas précisément là, mais dans cette région, le front est gelé depuis 2014. Oui. C'est ça. Depuis 2014. Exactement. Ils sont en face, donc ils sont sur des positions défensives et ils ont appris à faire cette guerre. Donc nous sommes maintenant à la 8e année, 10e mois. 7e année de guerre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un autre